Bonjour. Studio Lacan reçoit Florence Bergeaud-Bleckler, auteure d'un livre qui a fait date en 2023, Le frérisme et ses réseaux, aux éditions Odile Jacob. Et puis nous recevrons tout à l'heure pour l'écho de la culture, Paz Corona et Gérard Wageman, qui vont nous parler de l'Expo Lacan au Centre Pompidou, Metz. Florence Bergeaud-Bleckler, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes anthropologue au CNRS, chargée de recherche au groupe Société, Religion, Laïcité à l'École pratique des hautes études, et vous êtes l'une des spécialistes de l'islam politique en France. Fondamentaliste, dogmatique, intégraliste, légaliste, littéraliste, il a une mission, une visée politique et un modus operandi. Alors, comment définir les frères musulmans ? Alors, ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'était plutôt définir le frérisme, c'est-à-dire l'idéologie produite par les frères musulmans, la confrérie qui naît en 1928, on viendra peut-être dans le contexte. Et cette idéologie, donc, s'est développée au fil du temps et en traversant les continents, est devenu ce que j'appelle aujourd'hui le frérisme. Un frérisme qui est celui, en tout cas, que j'étudie, particulièrement adapté aux sociétés libérales, sécularisées, démocratiques. Donc ce que j'ai voulu faire, c'était un petit peu quelque chose de différent de ce qui avait été fait jusqu'à présent, c'est-à-dire d'essayer de montrer comment pensent les frères. Pas seulement avec qui ils le font, ce qu'ils font, pas seulement je dirais, les aspects politiques du mouvement, mais aussi ses aspects missionnaires, sa volonté d'axer en fait l'islam sur un objectif. On a beaucoup parlé des projets des frères musulmans, mais on n'a pas suffisamment, à mon avis, il faudra continuer, travailler sur d'où leur vient ce sens de l'histoire comme ça. Et finalement, le marxisme le frérisme est aux frères ce que le marxisme est à Marx, c'est-à-dire quelque chose qui va beaucoup plus loin que les seuls adeptes, que les seuls partisans. C'est quelque chose dont on peut avoir une influence marxiste un peu tous les jours sans même le savoir. Eh bien, le frérisme, c'est un petit peu la même chose. Après, la comparaison s'arrête là. Mais il y a une visée de l'histoire, il y a une fin de l'histoire, il y a un objectif, c'est son caractère religieux, bien sûr, mais ce que je voulais souligner, c'est le fait de mettre la visée et le projet en premier. À propos d'histoire, vous écrivez d'ailleurs que le projet frériste d'une société islamique mondiale n'est pas neuf. Il ne fait que reprendre, prolonger, actualiser le rêve médiéval du califat. Oui. Vous pourriez nous introduire un peu, nous expliquer un peu plus ce rêve de califat? Ce rêve de califat est lié ou combiné aux transformations du monde moderne. Et donc il faudrait, d'après eux, revenir à l'islam des origines, hein, ça c'est leur côté salafi, hein, ce sont des salafistes au sens strict du terme, et il leur faut aussi faire une autocritique, alors déjà se débarrasser bien sûr de l'Occident qui les a colonisés, mais aussi faire une autocritique qui les amène non pas à revenir aux temps anciens, mais à faire venir les temps anciens à eux, si on
si on peut dire, c'est-à-dire à adapter l'islam au contexte, aux différents contextes, l'objectif étant de constituer, à partir de chaque individu et de ses dispositions, une société islamique mondiale et mondialisée. Donc ils savent que ça prendra énormément de temps, mais ils ont le temps long, ils ne sont pas soumis comme nous au temps politique court. Maintenant on en est au quinquennat, hein, on prévoit à 5 ans, pas plus. Eux, ils ont le temps long, ils prévoient sur des générations et des générations. Et c'est la caractéristique du plan. Mm-hmm. Alors, vous montrez que le frérisme, c'est un projet politico-religieux et qui veut rétablir le lien entre l'État et la religion. Au fond, c'est faire venir au monde une théocratie. Et donc, il me semble que c'est un retour en arrière par rapport à la Révolution française, par rapport à la Déclaration des droits de l'homme, de la femme, par rapport à ce que peut être la science. D'où est-ce que ça vient, ça ? Alors c'est peut-être pas un retour en arrière sur la ligne qui par rapport ont à la permis France, leur développement. Hein. Oui, c'est ça. Par rapport à ce qu'on vit en France. Voilà, enfin c'est un mouvement qui vient d'un milieu tout à fait différent, qui vient du monde musulman, qui n'a pas connu les Lumières, qui n'a pas connu le trajet que nous avons connu. Et je pense pas d'ailleurs utile de faire cette comparaison. Ils sont sur leur chemin et ils suivent leur voie. Et c'est bien ça le problème, c'est-à-dire qu'on a des millions de personnes qui sont arrivées sur un continent qui avait une toute autre histoire, et il va falloir, et on leur demande, et ce qui est légitime, de s'adapter, de comprendre notre histoire et de s'y ancrer. Or, ils ne le veulent pas. Et c'est ça que je voulais montrer à travers ce triptyque vision, identité, plan, qui caractérise à mon avis le frérisme, c'est qu'ils imposent en réalité aux jeunes musulmans une vision du monde qui est complètement différente de celle que nous partageons, avec donc un début de l'histoire qui commence avec le prophète, et puis justement ce premier califat qui devient l'objectif, c'est ça, qui devient l'objectif final, puisque il va falloir retrouver ce califat, mais dans son acception mondiale, c'est ce que Dieu a demandé. C'est une identité supranationale. C'est-à-dire qu'on est musulman avant d'être toute autre chose. On n'est pas les deux, on est avant musulman et après on est français. Et le plan, qui est le plan de Dieu, ce n'est pas une conspiration, c'est le plan de Dieu, c'est ce qui est indiqué dans les textes et qu'il faut suivre scrupuleusement. Ce VIP, à quoi il me sert, non pas juste à décrire un mouvement, il me sert à faire comprendre que ce à quoi nous avons affaire aujourd'hui, c'est à des populations qui sont sous cette emprise et sous cet empire-là. Et que quand vous avez des jeunes musulmans qui paraissent un petit peu dissipés, qui très violemment, parfois, interpellent leurs professeurs, il faut savoir en fait ce qu'ils ont dans la tête. Ce qu'ils ont dans la tête, c'est pas juste 2-3 idées venues de leur culture. C'est un véritable endoctrinement qui n'a jamais cessé. Ça me paraît décisif, ce que vous dites. Et des grands-parents. Sur l'endoctrinement, c'est tout à fait essentiel. C'est important de comprendre ça. Est-ce que vous pourriez justement revenir sur ce que vous appelez le VIP ? Moi, ça me paraît absolument crucial. Vous en parlez plutôt bien dans votre livre. Vous pouvez nous redire un petit peu ce que vous entendez par ce VIP, cette tripartition? Donc la vision, l'identité et le plan, c'était un jeu de mots avec VIP, bien sûr. Bien sûr. C'est quand même les frères, c'est l'aristocratie du monde d'islamisme. Les enfants, la façon dont on endoctrine les enfants, je le raconte au dernier chapitre de mon livre, c'est effectivement de leur montrer qu'ils ont une histoire qui est différente de celle des mécréants, et qu'il faut justement la garder. Et donc, on leur donne des outils pour rester en rupture avec cette histoire. Et donc, cette histoire, elle implique aussi une vision du monde. Elle implique aussi une nouvelle théorie de l'action humaine. C'était pourquoi je fais les choses. Bien, je fais les choses pour Dieu. Et Dieu me regarde en permanence. Dans tout ce que je fais. Mes activités, mes actions, mes bonnes actions, mes mauvaises actions, tout ça est sous l'empire de Dieu. Et c'est des choses qui peuvent nous paraître bizarres ou anciennes ou surannées, je ne sais. Et pourtant, c'est quelque chose qui est complètement enseigné dans les mosquées à travers des vidéos, à travers des pédagogies alternatives, etc., très modernes. Et on est en train de fabriquer en fait des générations qui vont agir
pour Dieu. Donc des nouveaux théocrates. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une volonté de ne pas s'assimiler à un régime démocratique? Oui, il y a une volonté, elle a été écrite. C'est-à-dire que si vous lisez la littérature des frères musulmans, et que si vous lisez Youssef El-Kardawi, si vous lisez Maoudoudi, si vous lisez, parce que c'est les deux principaux que j'ai étudiés, si vous lisez aussi l'ICESCO, le plan pour les musulmans vivant à l'extérieur du monde musulman de l'Organisation de la coopération islamique, donc rédigé par l'ICESCO, est très fortement inspiré de la littérature frériste. Pour moi, c'était tellement évident, et en particulier des frères français d'ailleurs. Il y a c'est très clair, il faut éviter absolument que les enfants s'assimilent. Et l'ICESCO même interpelle l'Occident en disant de toute façon, ils sont tellement inassimilables, un petit peu comme l'avait fait d'ailleurs le roi du Maroc, que vous n'y arriverez pas, que vous aurez des problèmes de délinquance, vous aurez des problèmes épouvantables, donc laissez-les devenir complètement musulmans, laissez-les s'échapper en fait de cette socialisation séculariste. Vous remarquez d'ailleurs dans votre livre que il ne s'agit pas pour eux de s'adapter à la société française, occidentale, française, belge, mais d'adapter ces sociétés à l'islam. C'est ça. Ce qui est important de comprendre, c'est que les frères sont un salafi d'un type particulier. Ce ne sont pas que des gens qui sont attachés à la lettre, au texte, mais aussi au contexte. D'ailleurs, Tariq Ramadan est arrivé avec cette idée-là. Il faut réformer l'islam pour qu'il s'adapte au contexte. En réalité, ce qu'il voulait dire, quand on l'écoute attentivement, c'est qu'il faut adapter le contexte à l'islam. C'est beaucoup plus facile. On ne va pas quand même toucher à ce que Dieu a dit. Donc la proposition des frères, c'est ça, c'est adapter le contexte au texte. Vous avez dit à un moment donné dans votre livre qu'il y a un moment où ça se décide que la France sera une terre d'islam. Alors, la France et l'Europe, les pays européens, pas seulement la les démocraties, quoi. Ça commence à peu près dans les années 1960, quand les étudiants, les réfugiés du Maghreb ou du Moyen-Orient, qui étaient donc des personnages pieux et qui appartenaient aux différents mouvements islamistes de l'époque, ont commencé à être persécutés dans leur pays, et donc, puisqu'ils voulaient en fait renverser les régimes, et donc pour certains se sont exilés sur les campus américains, européens, australiens même, et ils ont commencé donc à réfléchir entre eux. Il y avait des gens qui venaient de Turquie, il y avait des gens qui venaient d'Iran, du Liban, de partout. Et ils ont commencé à réfléchir, qu'est-ce que nous allons faire, à réfléchir en fait à renverser les gouvernements d'origine, et puis le temps passant, ils s'aperçoivent finalement qu'ils n'ont plus la possibilité de revenir dans leur pays, la famille, etc. Ça devient vraiment compliqué, et donc une partie d'entre eux se dit mais au fond, si on ne peut pas aller vers l'islam comme on doit le faire, selon les textes, c'est la hijra, eh bien faisons venir l'islam à nous. Donc le nouveau deal, c'est ok, je ne reviens pas en terre d'islam, mais je vais transformer mon environnement pour qu'il le soit, tout simplement. Et donc ça va se passer, tout ça se passe évidemment sur des années, et dans les années 70-80, ils arrivent avec un projet qui dit en gros, bon, on est sur une terre de mécréance, normalement on doit faire la guerre et convertir de force, bon, on n'est pas tout à fait assez nombreux, on veut faire une terre d'islam, mais bon, pour aller convertir les gens, et apparemment ils sont quand même un peu plus résistants qu'ils ne le pensaient, parce qu'eux ils arrivaient presque la bouche en cœur. Je me souviens dans les années 70, ils disent qu'ils veulent convertir. Je veux dire, vraiment, ça fait vraiment aucun problème. C'est dit haut et clair comme ça. C'est dit haut et clair dans la presse, surtout dans les pays anglo-saxons, c'est vrai, un petit peu moins en France, parce qu'on n'aime pas trop le prosélytisme. Mais voilà, mais sinon, ils arrivent vraiment, on va vous convertir, vous allez voir, c'est la meilleure des religions, c'est ce qu'on leur a appris. Et puis bon, ils s'aperçoivent que c'est quand même un peu plus difficile que ça. Ils vont élaborer donc un état intermédiaire qu'ils appellent le Dar el-Had, c'est-à-dire la terre de contrat, le territoire de contrat, que moi j'appelle finalement la société charia compatible. Et la société charia compatible, on y est. En fait, on est déjà là. On est déjà à ce point où effectivement on adapte, on accommode un certain nombre de nos façons d'être, de vivre, ou même de penser ou de parler. L'expression vraiment, aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne dit plus.
Il y a une autocensure énorme. Il y a une autocensure énorme, il y a des choses qu'on ne montre plus, il y a des cinémas qui censurent, il y a des salles d'expo qui censurent, il y a des chercheurs qui sont menacés, il y a des enseignants qui sont décapités, enfin voilà. Mais pour le droit quand même, quand vous dites charia compatible, le droit, c'est un droit, la charia, c'est une application du droit islamique. Mais c'est notre société qui devient charia compatible. Oui, mais pour l'instant, le droit, en tout cas en France, résiste encore. Ça n'a pas été le cas au Canada, où je sais qu'en effet, à un moment donné, ils ont laissé faire, considérant qu'au nom du respect des minorités, il fallait laisser faire. Mais en France, il y a quand même, pour le moment, une opposition à ça. Il y a un droit qui oppose un certain nombre de choses, mais parce qu'il se manifeste. Mais sinon, si on n'avait pas eu la loi de 2004, les gamines seraient avec leur voile. Absolument. Donc, en fait, évidemment, c'est un droit qui porte des formes culturelles. Donc on dit, c'est la culture. Donc ils arrivent comme ça. Avec des propositions sur le halal par exemple. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans les abattoirs? On n'étourdit pas les animaux. Alors la question du halal se rapproche aussi de celle du kasher. Il y a de la résistance aussi du côté des rabbins. Mais dans le cas du halal, je l'ai montré dans un ouvrage précédent, oui. C'est une invention tout à fait récente, des années 70-80, mais qui va bouleverser en fait nos cultures, notre économie. Ça a une incidence considérable. Alors, il y a le temps long et il y a le temps court. La Bible dont vous nous parlez, là, ils ont l'éternité devant eux. Mm-hmm. Mais vous faites remarquer aussi que ça ne fonctionne pas aussi bien, c'est pas aussi simple que ça. C'est qu'il y en a certains qui perdent patience. Et vous avez cette formule que j'ai trouvée formidable, que le djihadiste est un frère qui a perdu patience. Voilà, trop pressé. Oui. Qui a effectivement perdu patience. Oui, parce que l'idée de ce livre, c'était de dire l'avance n'est pas seulement territoriale, oui. Elle est sectorielle. Parce qu'on avait vu les territoires perdus oui. de la République, les territoires conquis l'islam, etc. Et moi, je voulais expliquer qu'en plus de ça, on avait une avancée sectorielle, c'est-à-dire l'éducation, la santé, le social, etc. Et le djihad en fait partie. Pour moi, par exemple, il n'y a pas des djihadistes et des frères musulmans. Non, le djihad, c'est juste une expression particulière du projet en fait et des moyens pour y parvenir des frères. Donc tout ça est lié. Kardawi l'explique très bien. Hein, c'est pas donc le frérisme peut être très exigeant. Il peut passer aussi par des prédicateurs qui sont particulièrement durs, particulièrement tatillons et qui vont finalement être tellement répressifs qu'il y a des gamins ou même des jeunes adultes qui ne supportent plus cette pression, qui culpabilisent à fond, qui se disent « mais j'ai fait tellement de choses mal que je vais me racheter en me faisant martyr ». Alors du coup, l'islam et l'islamisme, vous faites remarquer qu'il ne faut pas les confondre. Ça c'est une position, on va dire, impeccable. Oui, il y a l'islam et l'islamisme, on ne confond pas, vous avez de belles formules, la langue et le langage, ou nous on dirait peut-être la langue et le discours. Oui. On demande qu'à vous croire. Je pense que l'islam est un patrimoine de l'humanité. Il ne faut pas en faire plus, voilà. Moins, c'est un patrimoine, voilà. C'est une grande boîte avec des concepts, avec des choses, avec des lois, avec des choses assez précises. Mais si on regarde par exemple le soufisme du Moyen-Âge, il s'était émancipé, mais il appartenait toujours à la grande famille de l'islam. Ça dépend où est-ce qu'on met en fait la focale. Donc il faut laisser l'islam tranquille. L'islamisme est arrivé contre l'islam, en attaquant ce qu'il pensait être l'insuffisance de l'islam. Les frères, quand ils créent Hassan el-Banna, quand il crée les frères musulmans en 1928, c'est-à-dire 4 ans après la chute du califat, qu'est-ce qu'ils font? Bien sûr, ils reprochent à l'Occident la colonisation, mais ils reprochent aussi aux anciens d'avoir été des imitateurs aveugles, de ne pas avoir compris l'islam, etc. Donc l'islamisme, c'est d'abord créé contre l'islam. Ça ne serait pas possible si les deux étaient les mêmes. C'est ça que je veux dire. Donc il faut distinguer l'islamisme, qui est une des expressions. Je trouve que Rémi Brague le dit très bien aussi. L'islamisme est un islam, mais il n'est pas tout l'islam. D'accord. Alors, moi, je trouve particulièrement important que vous puissiez nous dire, et d'une façon aussi claire, que les frères musulmans et le djihadisme, au fond, c'est la même chose, c'est la même inspiration, la même volonté d'islamiser le monde, sous 2 formes un peu différentes, mais enfin... ça fait partie, le djihadisme fait partie des frères musulmans. Donc mais j'ajoute quand même qu'il est inadapté.
C'est le djihadisme pour les frères musulmans, qui aujourd'hui vraiment ont travaillé, qui sont les mêmes en fait, qui sont arrivés dans les années 60-80. Le djihadisme est inadapté parce qu'il crée des tas de problèmes, la police sort, voilà, c'est pas très bon pour eux. Mais quand il arrive, ils vont le recycler en criant à l'islamophobie, etc., voilà, pour que ça ne se retourne pas contre eux. Ça, c'est formidable, le recyclage. Mais sinon, ils préfèrent les moyens pacifiques d'une société pacifiée. C'est comme ça parce que ça marche beaucoup mieux. Si vous mettez tout sens dessus-dessous, vous allez avoir des répercussions, vous ne pourrez plus contrôler vos ouailles, ça crée des problèmes. Donc, ils sont plutôt à la façon de Tariq Oubrou, dans l'accommodement, etc. Mais eux n'ont jamais perdu le cap. Et si vous parlez avec un frère, ne pensez jamais qu'il a perdu le cap. C'est bien le problème que j'ai eu avec mes collègues, c'est que mes collègues m'ont tous dit, mais enfin, cette dimension du plan, mais ils l'ont abandonné, etc. Et je disais, non, vous êtes complotiste. Ils passent à côté de l'essentiel, à mon avis. C'est le retour du califat. Et c'est pas le retour, l'avancée vers le califat promis. Bon, quand même, après ce qui vient de se passer à Moscou hier, et le nombre de morts... Alors là, c'est en Russie, c'est en Russie, d'accord, mais quand même, c'est djihadistes et frères musulmans. Je pense qu'il y a là un écho. Bon, alors le Hamas n'est pas inspiré des frères musulmans. C'est une branche des frères musulmans. C'est une branche. Le Hamas est une branche des frères musulmans. Ils ont le même formateur. Voilà. Comprenez que Youssef El-Qaradawi a aussi bien formé les chefs du Hamas que les chefs de musulmans de France, de l'UOIF. Ça me paraît tout à fait décisif que vous apportiez cette précision spécialement en ce moment. Bon. C'est tout à fait important. Alors justement, peut-être pour continuer dans cette veine religieuse, j'ai été frappée par un point. À un moment donné, et pas une seule fois d'ailleurs, vous faites valoir la parenté entre les jésuites et les frères musulmans, puisqu'au fond, ils ont tous les deux, ils sont des missionnaires. Bon, cela dit, peut-être un petit détail. Vous dites plusieurs fois que les frères musulmans agissent d'une façon voilée, masquée. Ils avancent vraiment masqués. C'était pas le cas des jésuites. Oui, c'est pour ça que je m'étonne un peu parce que la comparaison, j'ai dû la faire sur un plan bien particulier. Oui. Je ne me vois pas développer quelque chose comme ça. C'est au détour d'une phrase. Voilà, c'est ça. Mais au moins deux phrases. En réalité, voilà, peut-être. Mais en réalité, pour moi, je les distingue très nettement. Voilà. Je ne sais plus dans quel contexte je disais ça, mais non, la société des frères musulmans qui est dès le départ une société secrète. Et puis évoluant dans le monde musulman, elle s'est peu à peu, on l'a vu au détour des années 2000, devenue moins secrète parce qu'elle voulait passer aux politiques, elle voulait prendre le pouvoir. Si vous voulez prendre le pouvoir, vous êtes obligé quand même de vous montrer. Donc d'être un petit peu transparent sur certaines choses. Mais ailleurs où il ne veut pas prendre le pouvoir parce qu'il préfère passer par le canal économique ou par l'influence culturelle, à ce moment-là, il est complètement secret. Et il se protège d'un deuxième cercle. C'est-à-dire que vous avez la confrérie secrète, où les gens ne vous diront jamais qu'ils sont frères musulmans. Mais d'ailleurs, j'ai jamais rencontré en France quelqu'un qui me dise « je suis frère musulman ». Ils vous discréditent quand vous posez la question. Voilà, ils me discréditent et puis voilà, ils disent on est des frères en islam, voilà, des choses comme ça. À l'époque, ils se risquaient à dire des petites choses comme ça, qui voulaient dire bon, c'est pas officiel, mais débrouillez-vous avec ça. Parce qu'ils pensaient, je pense, dans les années 90, que ma foi, ils pourraient peut-être être acceptés comme tels. Bon. Évidemment, après, on a vu la suite, il y a eu 2001, les tours, et donc un certain nombre de rétorsions contre les frères musulmans, parce qu'on avait mis en évidence des liens avec Al-Qaïda. Donc ils sont devenus parfaitement secrets, et ils se protègent avec un deuxième cercle, qui sont les soi-disant ex-frères musulmans. Il y a des vrais ex-frères musulmans comme Mohamed Louzi, mais il y a aussi des pas vrais ex-frères musulmans, qui eux ont des positions, par exemple, j'ai pris Tariq Oubrou, donc je vais le reprendre, qui dit qu'il a quitté les frères musulmans, mais qui dit en même temps, mais on ne renie pas, on garde toujours des liens avec sa famille, quelque chose comme ça, on ne peut pas renier sa famille, qui reste quand même quelqu'un qui suit Hassan el-Banna, bref. Pour moi, c'est toujours évidemment quelqu'un qui appartient ou qui travaille pour la confrérie. Donc cette confrérie se protège grâce à des personnages comme ça intermédiaires qui savent effectivement pour qui ils travaillent et par rapport à un autre cercle beaucoup plus large encore de gens qui ont été recrutés par les frères mais pas assermentés, donc ne se sont pas fait connaître. Ils ne se sont pas fait connaître de ces recrues, hein, puisque vous ne rentrez pas chez les frères musulmans, vous êtes choisis.
Vous êtes... Ah oui. Oui, voilà, personne ne demande à rentrer. Mais à un moment donné, vous êtes choisi, vous êtes formé, etc. Et au bout d'un certain nombre d'années, on estime que vous êtes assez bon, on vous fait rentrer. Mais si toutes ces années-là, vous n'avez pas satisfait, vous sortez. Et vous ne saurez jamais que vous avez été en contact avec les frères. Donc ça, c'est une façon... C'est quand même une société secrète. Et c'est ça, c'est que la société secrète, sans jeu de mots, un autre cercle qui va les protéger, en fait, qui vont agir pour eux, mais pas forcément en le sachant. Alors, je voudrais vous poser une ultime question, et puis ensuite on conclura, on arrêtera là. Un autre point m'a beaucoup frappé, tout à fait décisif, c'est même probablement le nerf de la guerre. Contre toutes les idées reçues, vous faites valoir, le frérisme, ce n'est pas du tout une réaction au néolibéralisme, au contraire, il est parfaitement adapté à ça. Oui. Vous pouvez nous dire un mot un peu justement du rapport à l'argent et à cette dynamique économique? Bon, ils sont très très relax avec l'argent. Hein. Si vous regardez les chefs des frères musulmans en France, c'est des gens qui investissent dans l'immobilier, qui ont pas mal d'argent. Le caïd Hussein, vous avez tous entendu parler. Bon. Mais de façon générale, le frérisme n'est pas incompatible du tout avec le capitalisme, le néolibéralisme. En fait, il est incompatible avec rien du moment que le projet est servi. C'est ça qu'il faut comprendre. Peu importe les moyens, du moment que l'objectif est servi. Et peu importe aussi... alors, c'est pas n'importe quel moyen, parce qu'il faut pas que les moyens soient délétères. Donc c'est pour ça qu'il y a une certaine sagesse, si on peut dire, une pensée frériste véritable. Hein, Kardawi n'est pas l'effroyable prédicateur qu'on connaît, c'est quand même un penseur. Et donc, ils choisissent les moyens pour arriver aux fins. C'est pas n'importe quel moyen, mais ça peut être tous les moyens. Ils sont compatibles avec l'économie de marché. Et ils sont compatibles avec l'économie de marché, comme je l'ai montré dans mon livre sur le halal. La norme halal est une norme de diffusion en fait de la culture et du projet frériste. C'est-à-dire, il y a les consommateurs musulmans et il y a le reste de l'humanité. Enfin, on est complètement dans le projet frériste. Et là, il travaille avec tout le monde, absolument tout le monde. Donc il n'y a pas de dogme, hein, il n'y a pas de position dogmatique pour ou contre le capitalisme. Tout ce qui sert, c'est bon. Ça, c'est quand même formidable. Écoutez, un grand merci. Parfait. Merci d'être venu. On va clore l'émission là et on ne peut que recommander la lecture de votre livre clair, précis et vraiment qui est à diffuser le plus largement possible. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors, pour notre rubrique Écho de la culture, nous recevons aujourd'hui Paz Corona. Bonjour Paz. Nous recevons aussi Gérard Wajman. Bonjour Gérard. Et tous les deux sont psychanalystes, membres de l'école de la cause freudienne, membres de l'Association mondiale de psychanalyse. Et nous allons évidemment nous entretenir de cette formidable exposition Lacan au Centre Pompidou-Metz, puisque tous les deux, vous avez participé à l'organisation avec les deux commissaires, Bernadac et Marcadet. Donc, peut-être pour revenir à vous, Paz, vous préparez un livre d'artiste sur le Chili, dont vous êtes originaire. En mai, vous allez projeter des photos à l'exposition Freud à Vienne. Et en mai également, votre film Santiago 1973-2019 va être projeté à l'entrepôt. Ça, c'est pour votre actualité. Gérard, toi, tu es psychanalyste, écrivain, critique d'art, je vais en oublier sûrement. Tu as écrit beaucoup de livres, je vais en citer quelques-uns. Le Maître et l'hystérique, bien sûr, L'objet du siècle, L'œil absolu, ni nature, ni morte, et même un opéra, Le jeu de Narcisse. Bon. Alors, tous les deux, vous avez co-organisé l'expo au centre Beaubourg-Metz, et nous allons en parler maintenant. Et d'abord, peut-être une première question pour vous, Paz. Cette exposition est un authentique succès populaire, c'est quand même une franche réussite. Ma première question est la suivante: comment l'idée de cette exposition vous est venue? C'était en mai 2021, donc c'était il y a 4 ans.
pour les 40 ans de la mort de Jacques Lacan, j'ai entendu Jacques-Alain Miller dire qu'il comptait sortir des inédits, donc des choses de Lacan qu'on n'avait jamais lues, auxquelles on n'avait pas eu accès, et il demandait un peu l'aide de son école à ceux qui voulaient participer à tout ça. Et moi, je me suis dit que ces documents, c'était quand même très dommage de les garder entre nous, parce que c'était évidemment les psychanalystes qui étaient très intéressés par ces documents, mais que sans doute on pouvait aussi faire rayonner l'enseignement de Lacan ailleurs. Et j'ai pensé à faire une exposition. Je l'ai proposé à Jacques-Alain Miller et qui a tout de suite dit oui, qui a tout de suite adhéré au projet et qui m'a mis sur les épaules, parce que c'est moi qui l'ai demandé, mais je m'en étais pas rendu compte, de faire cette exposition. Bon, donc, comme moi je ne sais pas faire des expositions, j'ai immédiatement appelé Marie-Laure Bernadac, dont c'est le métier, qui m'a dit que Gérard Marcadet serait évidemment d'accord, parce que ça l'intéresse beaucoup tout ça. Et notre quatrième, c'était Gérard Wageman, parce qu'il était de toute façon incontournable. Donc notre équipe, elle était faite en 2 heures. On a travaillé pendant quelques mois avant d'avoir l'accord du centre Pompidou-Metz, mais qui a été très rapide, parce que ça, je vous parle de mai, et en septembre 2021, ils étaient avec nous. Donc ça a été très rapide. Très rapide. On a eu quelques mois de conversation tous les 4 pour choisir les œuvres, les directions de l'exposition. Et ensuite, eh bien, il a fallu développer tout le travail qu'on ne voit jamais. C'est la coulisse, c'est les demandes, c'est les prêts, et voilà. Et il y a des œuvres très conséquentes dans cette exposition. On va y revenir, mais en tout cas, un grand merci d'une idée aussi formidable et qui rencontre un authentique succès populaire. Gérard Wageman, je me suis demandé, en visitant l'exposition, on voit que vous vous attachez vraiment à donner une idée de qui était Lacan. On voit que vous avez un parti pris structural et pas seulement chronologique. L'exposition commence par une projection de télévision qui des années 70. Et donc je me suis demandé vraiment comment vous vous y êtes pris pour essayer de donner une idée de Lacan. Il faut retourner un tout petit peu la chose, parce que bon, vous avez inventé, ce qui est très louable, une catégorie qui est les échos de la culture. Mais de mon point de vue, de notre point de vue, j'impliquerai pas plus directement dans cette manière de voir la chose. Il n'y avait pas l'idée de travailler dans la culture pour parler de Lacan. Il y avait l'idée qui, au fond, pour moi, est une idée ancienne qui m'a travaillé, avec laquelle je travaille finalement, qui était ce que Lacan dit finalement, je crois, dans Jeunesse de Gide, non, où il dit, quand il parle que la psychanalyse appliquée, c'est la clinique. Il y a de psychanalyse appliquée qu'au divan. Je sais très bien quelle est la formule, mais elle est bien effectivement connue. Dans Jeunesse de Gide. C'est dans Jeunesse de Gide, je crois, oui. Dont j'avais tiré, moi, une conséquence, qui est que si la psychanalyse appliquée, c'est la clinique, l'art, c'est de la psychanalyse pure. Et au fond, j'ai eu l'impression, quand on a travaillé ensemble, que les choix que nous faisions d'artistes et tout ça, c'était une manière de contribuer au discours analytique lui-même, structurellement, si je puis dire, dans ce qu'il avait de plus fondamental, au point que il m'est venu à propos de l'exposition qu'elle pourrait s'envisager comme il y a eu, ce qui n'est pas un titre de Freud lui-même, mais des essais de psychanalyse appliquée. Au fond, l'exposition telle qu'on l'a conçue, c'était un essai, c'était
essai d'art appliqué à la psychanalyse. C'était plutôt ça notre idée, en permettant aux gens d'avoir un accès autant qu'il était possible à ce qui, de Lacan, pouvait transparaître au travers d'œuvres qui n'ont pas forcément directement affaire à lui. On a affaire à des artistes qui ne connaissaient même, pour certains, qui ne savent rien de Lacan, et donc nous pouvons penser que finalement ils ont contribué à notre champ. Alors justement, c'est le sens de ma question à vous, passe à propos des œuvres. Il y a bien sûr les toiles célèbres dont Lacan a parlé au séminaire, et quelques-unes, je pense, aux Ménines, sont difficilement déplaçables. Et puis, il y en a d'autres dans cette exposition qui sont des œuvres de personnes qui étaient proches de Lacan. Je pense en particulier à André Masson, entre autres. Enfin, il y en a beaucoup d'autres, mais il y en a aussi beaucoup dont il n'a pas parlé, et quelquefois c'est un peu surprenant qu'elle se trouve là. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire si vous aviez un critère de sélection d'œuvres, enfin comment vous vous y êtes pris pour choisir ces œuvres? Oui, alors il y a évidemment les œuvres dont a parlé Lacan dans son séminaire, dans ses écrits. Il parle... J'ai lu dernièrement le dernier séminaire de Lacan qui vient d'être publié. L'acte. Je me disais, à quelle page il va parler d'art? Eh bien, il parle d'art, je me souviens plus à quelle page, mais il en parle partout dans tous ses séminaires. Donc, les œuvres dont il a parlé, il y avait celles qu'il possédait, parce que Lacan possédait des œuvres formidables. L'origine du monde, notamment, mais pas seulement, voilà. Qui est à l'expo, on peut le rappeler, et vous avez réussi ça. Et puis, comme le signalait Gérard, une multitude d'autres œuvres que nous avons choisi en associant librement, en faisant un ping-pong entre quatre, pour avoir une idée de ce qui, selon nous, allait représenter le mieux un certain nombre de concepts qui ne sont pas montrables, tels que l'objet, tel que le rapport sexuel n'existe pas. Enfin, l'objet, vous avez un Tsubaran absolument magnifique. Absolument. Donc, pour rentrer un peu dans le détail, alors les œuvres dont a parlé Lacan, il y a une trace de Holbein et de ses ambassadeurs par le biais d'un Italien qui s'appelle Piola. C'est un artiste qui a fait au XVIIe siècle une érection de la croix, mais en rond, comme ça, c'est une anamorphose. Il y a un tube au milieu, et donc quand on le regarde d'un certain côté, on peut voir la représentation du tableau de Rubens auquel il fait référence. Ça, c'est vraiment... C'est une des merveilles de l'exposition. Il y a des curiosités dans cette exposition formidable. Évidemment, le Velázquez, on ne peut pas le trimballer, ça c'est sûr, c'est exclu, on ne le présente pas. Mais en revanche, le Louvre prête le petit tableau qui représente l'infante Marguerite et qui a été antérieur aux Ménines. Et donc, Velázquez, Lacan nous en parle dans son séminaire 13. Il dit, voilà, ce tableau, c'est la représentation de la représentation. On a un peintre qui est avec son tableau, donc on voit bien qu'il s'agit... Le représentant. Voilà, c'est ça. Et Lacan dit, bah voilà, c'est la lettre volée. On ne sait pas ce qu'il y a derrière, on sait pas... Beaucoup de gens en parlent, mais personne ne le sait. Et il donne son interprétation. Je ne peux pas la déplier ici, bien entendu, mais c'est vraiment d'une richesse formidable. Notamment, moi, ce qui m'a toujours intéressée, c'est que c'est d'une richesse formidable pour la fin de l'analyse. Les deux sujets, Velázquez, le peintre et son cousin qui est en train de sortir, là où il y a la lumière, se retournent sur la scène, voient l'objet au milieu, et puis, hop, il s'en va. Voilà, c'était de ça dont on parlait. Vous faites des deux Velázquez, le peintre et son cousin, vous faites de ça la division du sujet. C'est mon idée. Oui, mais voilà. C'est tout à fait passionnant. Et donc, voilà, on a ça, on a aussi... donc les Velázquez, on a aussi... il y a tellement d'œuvres. Il y a celle qu'il possédait. Alors, il y a plusieurs maçons. Il y en a un qui fait référence à un tableau de Zucchi,
Psyché et Eros, dont a parlé Lacan dans le transfert. Oui, tout à fait. Et ce tableau, il y a un bouquet de fleurs devant le sexe d'Eros. Et ce qu'en a fait Masson, parce que Lacan avait demandé à son beau-frère de lui dessiner ça pour son séminaire, et ce qu'il en a fait, Lacan le dit dans le séminaire, il m'a montré quelque chose que je n'avais pas vu dans le tableau. Parce que les tableaux nous montrent des choses que nous ne voyons pas et que nous n'entendons pas. Parce qu'évidemment, les objets sont entre les signifiants, parce que l'objet, par essence, est inspécularisable. Et donc, les tableaux nous en donnent une idée. Très bien. Ça, c'est formidable. Oui, la littérature aussi fait pareil. Absolument, absolument. Et puis, donc, il y a aussi celle qui évoque les concepts lacaniens. Alors là, il y en a... C'est pléthore, c'est une multitude, c'est merveilleux. On a des Magritte, des Dali, on a des Cindy Sherman, on a des Louise Bourgeois, on a, enfin... Il y a Raymond Hins avec les nœuds. C'est merveilleux. Néon, ça, c'est formidable. Voilà, aussi, oui. Et puis le dernier, quand même... qu'il faut pas rater, c'est le premier de la scène. Caravage. C'est le Caravage, Voilà. c'est le Narcisse, c'est merveilleux. Et puis une petite curiosité, le vers de Marcel Duchamp, c'est une reproduction, je le note, et derrière, en contre-champ. Voilà, en contre-champ, bien sûr, pour jouer avec les mots, une pièce de Maria Martins, qui avait été sa maîtresse. Et donc, cette pièce-là, qui est finalement... nous, on en a fait un composite. Eh bien, on l'a fait parler, on l'a fait montrer dans la section qui s'appelle « Le rapport sexuel n'existe pas ». Voilà. Pourrait-on revenir, Gérard, sur l'infante Marguerite, dans le fond quand on n'a pas pu déplacer les ambassadeurs, on pourrait dire que l'infante les remplace. D'une certaine façon. Elle remplace les Ménines. Oui, mais façon de parler, c'est que... Oui, mais il y a quelque comme chose qui fait pivoter le regard. L'instance du regard chez Lacan étant vraiment amenée de façon systématique dans le livre 11, ici, l'infante, on pourrait dire qu'elle remplace justement les ambassadeurs et que son sexe nous regarde comme la tête de mort nous regarde dans les ambassadeurs. On peut tout à fait dire ça. Il y a d'autres œuvres dans l'exposition qui vont exactement dans ce sens. Des œuvres qui n'ont aucun rapport direct avec Lacan. Il y a une chose, j'étais en train de penser pendant que Paz parlait au fait que, malheureusement, pour moi, vous êtes trop jeune pour avoir entendu, je crois, Lacan dire ça, mais je me souviens de Lacan s'exclamant en disant « mais tout le monde est lacanien, au fond depuis l'origine de l'humanité, à l'exception de Freud. C'était tout de même le seul à qui il est concédé une exception. Les œuvres qu'on a pu montrer, elles sont pour nous toutes, ce sont des œuvres lacaniennes. C'est-à-dire, chacune a une manière de montrer quelque chose. L'idée de la monstration était pour moi tout à fait essentielle. Dans la référence avec, je crois que c'était, vous me confirmerez si c'était là-dedans, dans l'hommage de Lacan à Merleau-Ponty, où il dit à quoi que l'art nous donne accès à ce qu'on ne saurait voir, je crois. Visible et l'invisible, ça c'est sûrement la référence à Merleau-Ponty. Oui, mais justement, il n'utilise pas visible et l'invisible. Il n'utilise pas les catégories merleau-pontiennes de visible et invisible. Il dit ce qu'on ne saurait voir. Et au fond, quand on veut en effet parler, que ce soit du nom du père, de l'objet, du non-rapport sexuel, etc., cet accès-là, il nous est donné par des artistes. Et au fond, moi, ce qui nous a frappé, ce qui me frappe, et ce qui nous a frappé en voyant l'écho que rencontrait l'exposition auprès dont vous parliez des spectateurs, c'est ils ont trouvé chacun, et ça serait intéressant de savoir par quelle voie, mais comment ils ont trouvé accès à quelque chose de Lacan, au-delà sans doute de ce que nous-mêmes nous avions pu imaginer, c'est-à-dire de voir dans un certain nombre d'œuvres qui nous ont semblé tout à fait démonstratives de ce que elles contribuaient à la théorie lacanienne, d'avoir accès à quelque chose qui est aussi difficile d'accès pour tout un chacun, même quand on se dit lacanien. Eh bien, apparemment, l'exposition permet aux gens d'accéder à ça, quoi. En tout cas, ce qui est formidable, ce que nous allons retenir, c'est le succès populaire formidable de cette exposition,
qui est un hommage donc à Lacan. Et je voulais vous remercier. Merci Pascal Corona, merci Gérard Wageman. Et donc nous allons clore là notre émission et bien sûr nous nous retrouvons samedi prochain à la même heure. Au revoir. Au revoir.